Hello tout le monde, je suis Amoureuse. Et je suis Mathieu. Vous êtes avec nous au point T. Le point T, c'est un point d'interrogation, un point de départ, un point de rencontre. Et c'est surtout un point commun, celui d'aimer réfléchir, de s'écouter et peut-être de se dévoiler. Nous nous retrouvons au Merci Marcha, bar inclusif et mixte du 11e arrondissement de Paris. Ici, c'est relax, ici on est posé avec des échos de la communauté. Bienvenue au point T. Aujourd'hui, nous accueillons votre MT France 2024 et celle qui vous représentera au Miss Trans Monde 2025. Rose Délice est avec nous. Bonjour Rose Délice. Bonjour Rose. Comment allez-vous? Ça va très bien et toi, comment ça va? Ça va, ça me fait trop plaisir de vous revoir. Bah, nous aussi. Bienvenue au Merci Marcha, c'est un plaisir de t'avoir avec nous. Merci au Merci Marcha. C'est un vrai honneur et privilège d'être parmi vous aujourd'hui. Eh bien, bienvenue au Point T. Merci. Alors on va commencer par le commencement et commencer par ton portrait. On a pris notre plus belle plume avec Amoureuse pour faire ton portrait. Tu vas nous dire s'il te correspond. C'est parti. Petite, tu croyais que des extraterrestres avaient échangé ton cerveau avec celui d'une petite fille cisgenre. C'est vrai. Ça fait sourire aujourd'hui, mais à l'époque, c'était une détresse. Celle de vivre une évidence qu'on t'avait refusée. À l'adolescence, tu fais ce que font tant d'autres. Tu apprends à t'effacer pour survivre. Mais à ta majorité, tu décides de réapparaître à ton image. Tu entres en école de maquillage, tu veux faire rêver, créer des visages, les tiens et ceux des autres. Tu deviens maquilleuse, coiffeuse, drag queen, artiste, mais surtout porte-parole. Une muse burlesque tout droit sortie des années 50 qui milite avec un trait d'eyeliner. Tu as un cœur forgé dans la lutte pour l'amour. L'amour des siens, l'amour de soi, et aussi l'amour qu'on ose enfin recevoir. En mai 2024, tu décroches la couronne du MT France, pas pour briller, mais pour éclairer celles et ceux qu'on regarde trop peu. Ton credo, la vie est bien trop courte pour ne pas être soi, et tu le vis à haute voix, toujours à haute voix. Tu es Rose Délice, le rouge à lèvres et le sourire comme étendard. Oh là là. Est-ce que c'est toi? Qu'est-ce que c'est beau, mon Oh Dieu. my god, ça te correspond, tu aimes bien? Vraiment, bravo à vous, c'est très très juste. Tout est juste. Rose, on va revenir à ton enfance. Ouais. Dis-nous, quand tu repenses à la Rose enfant, la petite fille que tu étais, quels étaient ses rêves? Quels étaient tes rêves que tu avais quand tu serais adulte? Bah, ça va paraître un peu fou de dire ça, mais c'est vrai. Moi, c'était d'être Miss France quand j'étais enfant. Okay. C'est pas une blague. Au moins, tu as coché ça, ma belle. Donc bon, c'est vraiment, comme je dis souvent, c'est un rêve de petite fille qui s'est réalisé. Parce que, au-delà du côté un peu conte de fées, mais je trouve que la Miss, c'est vraiment l'histoire qui se rapproche le plus de celle un peu de Cendrillon, de la fille qui, du jour au lendemain, est couronnée et est vue comme une porte-parole, mais aussi à son rêve qui se réalise un petit peu. Donc, du coup, ça, c'était mon rêve quand j'étais enfant. Étant enfant, moi, mon rêve, quand on me dit c'est quoi ton métier de rêve, je disais, c'est être princesse. Donc, les gens me disaient, un petit garçon ne peut pas être une princesse. Et moi, je leur disais, si, c'est possible. Au final, je pense que j'avais raison. Et oui, notre petit doigt nous a dit que tu étais fan de Disney, et j'imagine que tu avais... quel est ton personnage préféré de Disney? Cendrillon. Cendrillon, c'est vraiment mon histoire préférée parce que pour moi, c'est un peu une nouvelle et un récit sur le karma, en fait. Que malgré tout ce qu'on peut nous faire de mal, il faut toujours rester gentil et bienveillant, même avec les gens qui nous font du mal, parce qu'à la fin, la bonté prime toujours, en fait, sur le mal. En fait, peu importe à quel point on nous écrase, on nous humilie et on nous fait du mal, à la fin, il faut toujours sortir victorieux. Pas forcément en ayant une belle robe de princesse et en trouvant le prince charmant et l'amour, mais simplement en gardant ses valeurs et surtout en gardant un bon cœur. C'est pas parce que le reste du monde est cruel qu'il faut qu'on le devienne. C'est super beau. Tu te reconnais beaucoup dans Cendrillon. Ça sent. Carrément. Je vois un peu mon histoire comme celle de Cendrillon, que malgré tout le mal qu'on a pu me faire, que ce soit mes proches, dans mon entourage, que ce soit mes amis ou encore aujourd'hui dans la vie de tous les jours. Et même, je trouve que c'est une belle leçon de vie, même pour la transidentité, de continuer de croire en ses rêves et malgré le monde qui nous rabaisse, surtout par exemple en ce moment, il faut pas rester au sol, il faut toujours ne pas oublier qu'on est des queens et qu'on mérite d'être traités comme tels. C'est super optimiste comme message, c'est très beau. Oui, le courage et la bonté. Courage et la bonté, voilà. Courage, be kind and courageous. Toujours rester gentil, courageux et ambitieux, ça nous fera toujours aller loin dans la vie. Ambitieuse et bilingue, incroyable. Oh my god. On essaie. Qu'est-ce qu'on sert à boire en cocktail? Eh oui. Vous savez un Cosmo? Nous, oui. On a du Cosmo. On peut faire ça? Allez, je m'en occupe. Je vais faire ma petite calibrage. Allez, t'inquiète pas. Rose, hey! Cheers! Allez, bonne soirée tout le monde. Merci. Alors on le disait, Rose, tu es notre MT France 2024. Qu'est-ce qui toi t'a motivé dans
l'envie de faire ce concours? J'ai une histoire très personnelle avec le MT France, c'est que j'ai commencé en tant que, je vais le dire comme ça, j'ai commencé en tant que maquilleur et pas maquilleuse. J'ai commencé vraiment, j'étais un jeune garçon qui était pas perdu parce que je savais qui j'étais profondément, mais je l'assumais pas. Mais je pense que tout est lié dans la vie. Et je suis arrivée vraiment à la première édition du MT France sans connaître vraiment personne. C'était Jade Dubois qui avait besoin d'une coiffeuse ou d'un coiffeur, et j'ai dit pourquoi pas. J'avais un ami maquilleur qui m'a dit est-ce que tu peux le faire. Et là, c'était la première fois que j'étais entourée de femmes trans. Et c'est la première fois que je me suis sentie un peu à ma place déjà d'une. Puis je l'ai trouvée toute la majorité évidemment tellement belle, courageuse, confiante en elle, etc. J'étais là, waouh, c'est beau à voir en fait parce que donc du coup j'ai accompagné quasiment toutes les Miss qui sont aujourd'hui devenues mes amies. Un peu là, c'est un peu de vraiment pour de vrai derrière en backstage. On est vraiment un peu comme une petite famille, on s'aime vraiment, on se voit entre nous et on est vraiment un peu devenus comme des sœurs. Et comment dire, Livia, la directrice du comité, et un jour elle m'a fait bon du coup c'est quand toi? J'ai fait mais de quoi vous parlez et tout. Ils font ben, on le sait, on le sent donc hésite pas si tu as besoin de parler ou quoi. Nous, on sera là pour te guider. Et je sentais qu'en ce moment, on avait besoin d'une représentante. Et que, en tout cas, moi, je pensais avoir les qualités pour l'être. Parce que le MT France, on doit le rappeler sans cesse, c'est pas le Miss France des trans et juste être élue la plus jolie fille trans de France. C'est absolument pas ça. C'est vraiment, on est une porte-parole et on doit porter haut les valeurs de notre communauté LGBTQIA+. On n'est pas juste là pour défendre les droits des femmes trans ou des hommes trans. On est là pour défendre tout le monde. J'aime bien cette réponse. Et alors, quand tu vas participer, tu vas représenter la France au Miss Trans Monde. Est-ce que tu as des messages, d'autres messages que tu souhaites faire passer par ta participation, ou est-ce que c'est les mêmes messages que tu veux mettre en avant? Oui. Ouais. Pour moi, c'est la continuité, mais là au monde en fait, et surtout montrer la richesse de la France en fait, parce que souvent les gens ont une image un peu faussée, etc. de la France, mais nous sommes quand même une communauté en France qui est vachement engagée. On a vraiment beaucoup de drag queens, de personnes transgenres, de personnes queer dans sa globalité qui vont être vachement engagés, et c'est ce qui nous diffère de certains comités. Par exemple, moi je sais que le Misty World, on dit on aime ton travail d'activisme parce que souvent le Misty World c'est vraiment un concours qui va être de la beauté pure, et pour une fois j'ai envie de faire quelque chose de très beau et de bien représenter la France esthétiquement, mais aussi d'avoir des valeurs et porter haut une voix de mon pays en fait, tout simplement. Et tu parlais de représentativité et d'exemple, et finalement tu as trouvé toi aussi un exemple quand tu es arrivé sur ce premier Misty France à l'époque. Complètement. Et est-ce qu'on n'a pas justement un manque d'exemples quand on grandit? Ah bah complètement. Moi, si j'ai fait ma transition tard, mais au final, il n'y a pas d'âge pour faire sa transition. Moi, si j'avais su plus tôt ou que j'avais rencontré des personnes transgenres, c'est ce que j'explique tout le temps. Pourquoi j'ai voulu aussi faire le Misty World, c'est pour apporter de la visibilité. Le Misty France ne nous fait pas devenir une star comme le Miss France. Du jour au lendemain, votre vie change et vous devenez une célébrité. Par contre, vous devenez vraiment une icône pour la communauté LGBT, vous devenez un visage, une figure. Donc il faut vraiment, comme je dis souvent, je dis aux filles quand je les ai rencontrées, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. On va attendre beaucoup de vous, donc il va falloir être forte, prête, et surtout apporter de la représentativité, ce qui nous manque cruellement en France. Comme je dis aux gens, présentez-moi une personne transgenre ouvertement trans. Bon, maintenant bon, bref, je vais pas dire qui, mais bon, elle a dit ouvertement qu'elle était trans, mais avant ça, on n'avait pas de... Quand on n'a pas de présentatrice, pas de Miss Météo, pas de chroniqueuse. Oui. Souvent, on en avait plus. Mais en fait, oui, c'est simplement en incorporant et en montrant que nous sommes des gens comme tout le monde, que nous avons aussi notre pierre à l'édifice à la société à apporter, que les gens vont se dire, mais en fait, les personnes transgenres sont des gens comme les autres. C'est de là que vient la haine, que ce soit le racisme, la xénophobie, la misogynie, c'est la manque de connaissances et d'éducation. Si à la télévision, on avait des gens qui nous représentaient, simplement en étant chroniqueuses, etc., bah, en fait, les gens, en rentrant dans leur salon, on normaliserait les choses. Comme l'homosexualité, c'était il y a 10 ans. Et on a commencé à avoir des chroniqueurs et des présentateurs homosexuels. Et tout d'un coup, aujourd'hui, bien sûr qu'on a toujours de l'homophobie, ça n'est toujours pas parti. Et j'espère, dans un monde parfait, ça disparaîtra. Mais aujourd'hui, on en a beaucoup moins. Aujourd'hui, le combat actuel, c'est la transidentité. Mais c'est vrai, si jamais on était encore plus présent et présente, si on nous donnait vraiment cet espace-là, alors on doit se battre pour pouvoir y arriver. Mais c'est sûr que les choses changeraient tellement sur la visibilité qu'a le grand public sur notre communauté, parce qu'il y a tellement de préjugés encore aujourd'hui. Mais il y a vraiment cette sensation que j'ai quand tu t'exprimes que tu fais pas juste pour toi, mais il y a aussi ce message où tu fais vraiment pour tous les autres, en fait. Complètement. Si vous faites, c'est ce que j'explique, si vous faites le Misty France simplement par ego, vous n'avez rien à faire ici, parce que c'est pas ça. Allez faire un concours de beauté international directement. Voilà. La France et surtout le MT France a pour vertu et pour valeur de surtout représenter du mieux qu'on puisse, en fait. De donner une bonne image de la transidentité et surtout de représenter tout le monde. Malheureusement, c'est une des rares plateformes qu'on a. Aujourd'hui, on va avoir Drag Race.
où on va avoir des femmes transgenres Mhm. et le MT France. Mais moi, à part ça, je trouve pas qu'on ait tant de possibilités et de visibilité. Mais petit à petit, l'oiseau fait son nid, on y arrivera. Totalement. Et ce qui est beau avec ce genre d'outils qu'on utilise maintenant, ce genre de podcast, c'est aussi pouvoir mettre en avant qui nous sommes et pouvoir montrer davantage à un plus grand public La richesse de notre qui nous sommes, nos combats et les messages qu'on a à transporter avec nous. Complètement. Donc vraiment, ouais. Montrer qu'on n'est pas simplement, on n'est pas là pour faire simplement, comment dire, être des plantes vertes dans le climat et comment dire dans l'espace. On est là, on a une vie, on a une voix et on a le droit de l'exprimer. Et montrer une diversité aussi, parce que c'est vrai qu'on montre la transidentité juste pour la transidentité, et en fait c'est ce que tu dis, montrer qu'il y aurait des personnes trans partout, parce qu'il y en a partout, ce serait montrer que vous êtes avant tout des personnes. Exactement, on est des êtres humains et même au-delà de la transidentité, montrer aussi le spectre qui est très riche, que ce soit la non-binarité, etc. Montrer qu'il y a plusieurs facettes et que dans le monde, tout n'est pas tout noir ou tout blanc, il y a aussi des gris, il y a aussi des roses, il y a aussi du bleu et qu'il faut justement pas avoir peur d'être différent. Justement, c'est notre différence qui fait notre richesse. Exactement. Et c'est ce qui C'est super beau. J'adore ce genre de message. C'est très positif, humaniste. C'est très voilà, tout le monde un peu dans le même bateau. C'est très beau. Où les gens comprendront que la richesse de notre société et de notre monde, c'est la diversité. On aura compris que justement les richesses de culture, de nourriture, de musique, etc., qu'il y a différentes couleurs de peau, orientations sexuelles et des genres différents. Ça fait la richesse de notre communauté et de l'humanité en général. Ça fait notre richesse et ça fait aussi notre force. Oui. Quand on parle un petit peu d'amour, parce que là on parle de tellement de choses différentes, oui, pour toi, c'est quoi être aimé aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une force aussi dans le fait d'être aimé? Comment tu définis l'amour aujourd'hui? Être aimé, je pense que ça passe par le respect aussi, simplement. Et l'amour vient de tout. Elle vient de notre voisin, de notre meilleur ami, de notre sœur, notre frère, notre mère. Et l'amour n'est pas que charnel ou alors, comment dire, fusionnel avec une femme ou un homme ou peu importe. L'amour, il peut venir de tout. Et surtout, moi, je pense que ça passe par le respect. Exactement. Le respect, c'est l'amour. À partir du moment où on manque de respect aux gens qu'on soi-disant on aime, c'est qu'on ne les aime pas réellement. Aujourd'hui, depuis longtemps, mais aujourd'hui on le constate de plus en plus dans nos sociétés, être une personne trans, être une femme trans et être sur le marché du dating, être chercher à être en couple, c'est compliqué. On a des difficultés qui sont très différentes des femmes cisgenres. On est fétichisé, on est parfois insulté. Pour toi, c'est quoi les grands problèmes qu'on rencontre majoritairement sur ce monde du dating et comment on pourrait un peu y faire face? Alors là, je vais parler vraiment de mon cas, en tout cas en tant que femme transgenre, et de ce que je pense dans la globalité, on ressent toutes à ce niveau-là, c'est qu'en fait, il y a une double peine parce que il y a la transphobie, mais il y a aussi le fait de pointer les hommes qui peuvent être attirés par une femme trans du doigt, donc du coup qui ne puissent pas l'assumer. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui pourraient être attirés par une femme transgenre, mais qui se sentent culpabilisés, et parce qu'il y a un manque de représentativité des femmes transgenres en France. Donc du coup, forcément, les gens ont toujours une image que être un homme qui est attiré par une femme transgenre est forcément homosexuel ou bisexuel, etc. Alors que pas du tout. On rencontre de gros problèmes parce que on a le jugement en tant que personne transgenre. Les hommes qui sont attirés par nous sont jugés, et évidemment le grand sujet de la fétichisation en général, où on est vu simplement comme des objets comment dire, avec lesquels on peut s'amuser, mais pas des gens qu'on l'on puisse aimer et assumer publiquement. Souvent, je dis, on est souvent l'autre femme, on est celle avec qu'on va faire rêver, on va pouvoir nous aimer, mais toujours en cachette. Et à partir du jour où on l'assume, on va nous juger de nous et aussi la personne avec qui on partage notre vie. Est-ce que tu penses que c'est majoritairement lié au fait que les hommes sont culpabilisés, du coup, du fait d'être attirés par... Okay. Franchement, oui. Je pense juste que si les gens, la société acceptait mieux les femmes transgenres et savait qui nous est, et les hommes trans, oui, voilà, là je parlais en tant que des femmes trans, mais ce serait beaucoup plus simple parce que voilà. Mais j'ai l'espoir un jour que quand tout ça sera passé, que notre combat entre guillemets sera acheminé, un jour sortir avec une femme transgenre, ce sera symbole pas richesse mais richesse sociale d'être avec une femme trans, et qu'on soit vu un peu comme c'est les Aztèques ou alors c'est les Amérindiens. Chez les Amérindiens, c'est jamais honnêtement. À l'époque, être avec une personne transgenre, c'était vraiment signe de grande richesse. Et aujourd'hui, j'espère qu'un jour ça viendra. Moi, je pense que ça viendra. I hope so. Ça va venir. J'espère. Tu nous parlais des concours de beauté et du concours auquel tu as participé. Et c'est vrai que les concours de beauté ont une image de ringard, pas du tout féministe. Et qu'est-ce que tu répondrais à toutes ces personnes qui ont une mauvaise image du concours de beauté et du concours Miss France? C'est vraiment en France qu'il y a ces visions-là, parce que dans d'autres
partie du monde, c'est exactement. C'est vraiment ancré dans la culture. Ouais. Les gens voient ça comme une compétition, un art vraiment où par exemple on va aller en Philippines, en Thaïlande, au Vietnam, où les filles dès l'âge de 10-11 ans sont entraînées. Pour eux, c'est vraiment comme un sport national chez eux et c'est vraiment une fierté. Alors que nous, on pense que juste faire des concours de beauté, c'est sois belle et tais-toi. Souvent, ce que j'explique, c'est que c'est un concours de beauté, mais beauté inclut pas seulement la beauté physique, mais intérieure. Comme je dis franchement, sérieusement, dans un top 5, on va avoir celles qui vont avoir la plus belle aura, le plus joli physique, les plus belles robes, les plus belles coiffures, la meilleure démarche. Ça fait vraiment partie des concours de beauté. Mais les 50 autres pourcents, ça va vraiment être ce qu'on va dégager, notre discours et nos valeurs. Là, les gens l'ont oublié souvent. On voit, les gens se disent, mais pourquoi c'est pas la plus belle qui a gagné, etc. On n'est pas là pour être la plus belle, ça n'a aucun intérêt. Surtout que la beauté est tellement variable d'une personne à une autre. On peut pas vraiment définir. On peut représenter et reprendre les codes de beauté et les standards actuels. Mais franchement, qu'est-ce que c'est la beauté? Moi, je pense que c'est surtout des valeurs et porter haut et fort les couleurs, que ce soit d'un drapeau, que ce soit le drapeau de la France ou celui du drapeau transgenre. Ou les deux. Mais et les deux exactement. Et quand tu dis porter haut et fort ces messages-là, est-ce qu'au final c'est pas en fait féministe, voire super féministe en fait? Complètement. C'est l'inverse de ce que ces gens pensent justement. Dire que les concours de beauté est l'endroit où on va retrouver le plus de féminisme, je dirais pas oui, mais par contre c'est complètement une forme de féminisme parce que malgré tout on va devoir reprendre les codes du patriarcat en général. Surtout les concours de beauté trans vont attendre de nous un cispassing extraordinaire et qu'on puisse représenter et se fondre dans les carcans des concours de beauté classiques. Mais les choses changent. Aujourd'hui on voit des filles avec le crâne rasé, comment dire, avec des corpulences différentes, des tailles différentes. J'ai gagné Miss France et je fais 1m68. Alors que j'étais face qu'avec des filles qui faisaient 1m80. Donc la taille, la couleur de peau, les cheveux, le poids ne font pas la force d'une personne, ne font pas, ne définissent pas une personne. Il y a autant de manières d'être femme qu'il n'y a de femmes sur cette terre. Exactement. Qu'est-ce que c'est la féminité? Définir la féminité, c'est bête. Surtout aujourd'hui en 2025, elle est tellement, le spectre de la féminité est tellement grand. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui être une femme? L'humanité tout court en fait. Et totalement, c'est cette idée qu'on a en tant qu'être humain de mettre des gens dans des cases et c'est quelque chose qu'on brise. Et tu disais que les gens s'étonnaient de voir cette personne ou cette personne gagner et je crois qu'il y a eu une petite polémique sur la gagnante du MT France 2025. Combien de temps? 2025? On est en 2025. Le temps passe tellement vite. Alexia Sarda qui a gagné. Tout le monde se pose la question. Je la trouvais pas assez valide. Comment tu approches cette En polémique? effet. Moi, écoutez, j'ai été là toute la semaine d'intégration avec elle parce que souvent, même moi, ça m'a été reproché qu'on soit proche ou qu'on soit amis. Et du coup, c'est moi qui l'aurais fait gagner, etc. Alors, tu étais dans les loges avec moi. Tu sais très bien qu'en plus, je suis partie des loges quand vous avez délibéré. J'ai dit, je ne veux rien entendre, je ne veux rien savoir. Alexia a fait un parcours sans faute toute la semaine du Miss France. Et au-delà de ça, elle a perdu l'année de mon concours, elle n'a pas fini dans le top 5 et malgré tout, elle a recommencé. Et je trouve que ça, c'est un signe de bravo parce que c'est beau de se plaindre et dire que j'ai pas mérité ma place, mais recommence le concours si t'es pas contente de ta place, refais le mieux et comprends aussi, il faut des fois s'effondrer pour mieux se reconstruire. Et Alexia a, à mon sens, eu la meilleure attitude qui soit. Elle n'a fait signe de rien, n'a rien dit. Et je lui ai dit, de toute manière, je l'avais prévenu quand tu as gagné, attends-toi à ce que les visages changent, parce que tout le monde t'adorait là, maintenant que tu as gagné, toutes celles avec qui tu étais, on a vu leur vrai visage, comment elles ont parlé, j'ai été horrifiée, j'ai entendu les messages qu'elles envoyaient sur elles, mais moi ça m'a fait du mal parce que c'est une jeune fille de 24 ans qui a son rêve qui se réalise, elle vit son conte de princesse, sa mère elle était en pleurs au téléphone, elle me remercie, elle me dit vraiment merci d'avoir, soutenu Alexia parce qu'elle avait pas confiance en elle, etc. Dû surtout à sa dyslexie, quelque chose qu'elle a caché pendant très longtemps et les gens se sont moqués d'elle. Moi, je trouve que c'est très courageux d'avoir, des difficultés et que malgré tout se battre, parce que les gens lui ont beaucoup reproché qu'elle bafouillait dans ses discours, etc. Être dyslexique et se présenter devant tout le monde, c'est déjà un grand courage en soi. Et c'est une forme aussi de représentativité qu'on peut être transgenre, être dyslexique et malgré tout réaliser ses rêves. Exactement. Et je l'ai vu pour l'avoir vue et l'année d'avant et cette année, elle était venue avec des valeurs et là cette année, elle est venue avec encore plus d'envie de se battre, de défendre encore d'autres combats. Et c'est génial. Moi, j'ai été surprise, vraiment, ce n'est pas parce que j'appréciais Alexia aujourd'hui et qu'on est aujourd'hui amis. J'ai vu vraiment une femme qui a évolué, qui a grandi, qui a réfléchi, qui a mûri, qui a fleuri même. J'ai vraiment vu ça parce que c'était le jour et la nuit pour moi. Par contre, encore aujourd'hui, je pensais qu'elle serait dans le top 3, je ne pensais pas qu'elle gagnerait. Mais elle a gagné par elle-même et par les juges. Moi, personne n'a rien à voir là-dedans. Hein. Donc bon, voilà. Et aujourd'hui, elle a gagné et que ce soit
tant mieux ou tant pis. Dans tous les cas, elle a gagné, elle est heureuse et je sais que ce serait une très bonne ambassadrice tout au long de l'année. On sent qu'il y a une profonde amitié, c'est très beau. Oui. On a un peu une relation grande sœur, petite sœur. Faut pas toucher Alexa. Et c'est très touchant. C'est toujours beau de voir un peu les girls comme on... Complètement, je suis là pour la soutenir et surtout pour l'élever et je veux pas qu'elle vive ce que moi j'ai vécu. Okay. Moi j'étais toute seule, j'avais pas de, bon j'étais toute seule. J'avais quand même certaines Miss France qui pouvaient m'aider ou ma directrice au comité, mais je veux vraiment l'aiguiller de la meilleure façon qui soit, sans pour autant qu'elle soit une Rose Délice bis. Qu'elle ait son parcours à elle, son règne, qu'elle le fasse à son image, mais en tout cas je serai là pour l'épauler, la guider et être une grande sœur pour elle. Alors on va parler de sujets d'actualité tout en parlant de ton histoire toujours. Qu'est-ce que tu penses du climat en France pour les personnes trans? Il est représentatif de ce qui se passe dans le monde. En fait, comme je dis souvent, suffit de regarder les États-Unis pour comprendre ce qui va nous arriver à nous. Et même si on est entre guillemets mieux lotis, jamais de toute ma vie j'aurais cru qu'on aurait fait un retour en arrière comme ça, mais vraiment pour moi ça me paraissait pas possible. C'était du rêve ou de la science-fiction qu'on puisse nous enlever des droits. Je me disais ça ne va peut-être pas évoluer tout au long du règne de Trump, mais en tout cas qu'on puisse reculer, nous enlever des droits et que le taux de transphobie augmente autant, je n'aurais pu imaginer une chose pareille. Oui. Mais après, le monde a besoin d'une tête de turc quand on a des problèmes. Et les derniers sur qui taper, restaient les personnes transgenres. Parce qu'en fait, on est un sujet de conversation, on est quelque chose qui intéresse les gens. Au lieu de se préoccuper des vrais problèmes de l'économie ou de la santé aux États-Unis, on va parler des personnes transgenres qui sont 0,01% de la population mondiale. Et je ne pense pas qu'on soit un gros problème, que ce soit économique ou physique. C'est souvent en effet les personnes trans, les personnes racisées, les femmes cisgenres, transgenres qui se font taper sur les doigts et ça montre que voilà, il y a une réelle intersectionnalité des luttes sur laquelle on doit continuer à se battre tous et tous ensemble. Donc c'est un beau message et c'est très 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 représentatif de notre société. Ouais. Et ce qui est horrible en fait, c'est que en enlevant des droits aux personnes transgenres, c'est que le début pour enlever des droits aux autres minorités, comme tu l'as dit, et ça arrivera. Enlever des droits des femmes trans, c'est bientôt enlever des droits aux femmes tout court. Et ça, c'est ce qui va se passer en fait. C'est qu'on sent qu'il y a une montée du machisme, du masculinisme, etc. Tout ça, en général, c'est que c'est un premier pas. Il y a beaucoup de gens qui sont contents, ils ont dit, on enlève des droits aux trans, tant mieux. Écoutez, si ça rend heureux de voir des gens malheureux, tant mieux pour eux, mais bon, voilà. C'est un peu, pour moi, on vit la même chose que le mariage pour tous il y a 10 ans. C'est un cauchemar, on va avoir des hommes en robe, on va avoir des femmes en costard, c'est les valeurs religieuses qui sont en train de se barrer, etc. Alors qu'au final, aujourd'hui, le mariage pour tous a bientôt 10 ans, les gens se marient et, écoute, les couples homosexuels font comme tout le monde, se trompent et divorcent, quoi. Tu dis dans une interview que le Uber arrive plus vite que la police. Ouais. En mai 2025, le ministère de l'Intérieur a publié un bilan démontrant que 4800 infractions anti-LGBT+, dont 2 tiers sont des crimes et délits, ont été enregistrés. Un total de 5% plus élevé qu'en 2023. Est-ce que tu penses que la police est équipée pour former correctement les personnes à gérer les infractions anti-LGBT+? Non. Même si la police nationale, fait de son mieux, ou en tout cas, j'ose l'espérer, pour défendre la veuve et l'orphelin, je pense que oui, ils ne sont pas éduqués à pouvoir et informés à pouvoir gérer des situations telles que la transphobie, l'homophobie, etc. J'ai pas envie de dire qu'on va nous laisser pour compte et nous laisser sur le bas-côté, mais lorsque moi j'ai été agressée, j'ai eu un acte de transphobie qui a été fait envers moi et une amie trans aussi. On a appelé la police 2 fois, on leur a expliqué toute la situation. Personne n'est jamais venu. Personne n'est jamais venu. Et c'est pas qu'aujourd'hui, que ce soit une femme cisgenre, etc. Aujourd'hui, qui va se faire agresser ou même ça va aller beaucoup plus loin vers des violences sexuelles, etc. On va avoir personne qui va venir, on va pas la croire. Ou même certaines personnes qui sont victimes d'abus sexuels vont préférer garder le silence plutôt que de se montrer, parce que la police est souvent pas éduquée à pouvoir défendre et comprendre que ce soit les minorités ou les femmes en général. Et il y a une énorme culpabilisation aussi, c'est vrai, que de soi-même, quand on était victime de quelque chose, de pas oser. C'est très vrai ça. C'était à nous de pas porter une mini-jupe, c'était à nous de pas porter un décolleté, c'était pas à nous d'aguicher, c'était à nous de pas sortir à telle heure. En fait, au lieu de s'en prendre au lieu de s'en prendre aux agresseurs, on s'en prend aux victimes. Une mentalité qu'il faut encore qu'on puisse changer.
C'est extrêmement intéressant que tu dis ça. Il y a tellement d'associations créées par et pour les personnes trans, comme Accept ST par exemple, qui font un super travail en, par exemple, formant des médecins pour pouvoir être plus équipés et mieux formés pour aider, accompagner des personnes trans, qu'importe de quel type de médecin on parle. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui pourrait être extrêmement utile de, voilà, qu'on crée des formations pour la police, pour les forces de l'ordre, etc., pour davantage mieux pouvoir aider les personnes LGBT+. Complètement formés et déjà, pouvoir les aider. Oui, et surtout pouvoir les initier à faire la différence entre une femme transgenre, entre une personne non binaire, toujours leur expliquer un peu le spectre du genre, le spectre des orientations sexuelles, juste pour qu'ils puissent au moins avoir un premier pas d'adaptation, parce que comment peut-il défendre des personnes qu'ils connaissent même pas? Donc oui, des formations seraient, que ce soit scolaires, etc. On va dire oui, mais il faut pas aller dans les primaires ou dans les écoles maternelles. Complètement, je pense qu'il faut avoir un temps pour tout, mais on pourrait au moins faire de l'éducation dans les collèges et dans les lycées, parce que les gens sont assez éveillés humainement et sont assez adultes pour comprendre qu'il n'est pas normal de faire du mal à autrui sous prétexte qu'on trouve ça drôle de se moquer de quelqu'un, de l'humilier et de le dégrader, quoi. Ça revient à la notion de respect dont on parlait tout à l'heure. En fait, c'est qu'une question de respect. Voilà. Dès qu'on apprend à respecter, à respecter autrui, qu'importe quelle est sa différence, directement, il y a une ouverture d'esprit beaucoup plus accessible pour pouvoir comprendre, en fait. Alors Rose, on va passer à notre dernière partie. Alors c'est un petit jeu. C'est notre dernière partie, ça s'appelle la partie du tac au tac. Alors ça va être un exercice un petit peu complexe, mais on compte sur toi. Tu vas y arriver. On va te poser des questions, plusieurs questions à la chaîne, et tu vas avoir un temps instantané pour y répondre avec une phrase très courte ou un mot. Le but, c'est que tu puisses y répondre de la manière la plus rapide possible. Et tu auras de tout au niveau des questions. Ça marche? Oui, tiens-toi prête. Ok. Quelle est ta destination de rêve? Le Japon. Une princesse dans laquelle tu t'identifies. Cendrillon. Rouge à lèvres mat ou satiné? Satiné. Quel est ton plus grand regret? De ne pas avoir commencé ma transition plus tôt. Quelle est ta plus belle victoire? D'être moi-même. Tu préfères qu'on te voit porter des claquettes avec des chaussettes ou des ballerines avec des chaussettes? Oh my god. Ballerines. Ils ont fait un peu fier, j'ai pas Ballerines chaussettes. Ballerines chaussettes, ok. Une personne qui t'inspire? Dita 26. 12 ou 22 cm? On parle des chaussures, n'est-ce pas? On parle de ce que tu veux. 12. Très bien. On parle donc de talons. De talons, oui. Une couronne que tu convoites? Celle de Misty Ward. Un mot pour décrire la Rose de 10 ans. La Rose de 10 ans, pleine de rêves. Un mot pour décrire la Rose de 80 ans? Accomplie. C'est quoi ton pire défaut? Partir au quart de tour. Et ta plus belle qualité? La gentillesse. Un conseil pour les personnes trans en début de transition? Soyez forts et fortes et patients. Quelle est la vérité qui te dérange mais que tu acceptes, Rose? Que je ne serai jamais une femme cisgenre. Et enfin un rêve? Un rêve, être heureuse. Et la dernière question, quelle est la question qu'on ne te pose jamais en interview et que tu aimerais qu'on te pose? Et quelle en serait la réponse? J'aime vraiment qu'on inclue surtout le fait que les personnes transgenres aussi font partie du féminisme, et j'aimerais bien parler un peu plus de féminisme, mais vous l'avez fait aujourd'hui. Ouais, c'est quelque chose qui me tient à cœur, moi. Moi, c'est une réalité que j'ai acceptée. Je ne serai jamais une femme cisgenre, mais ça n'enlève pas que j'en suis une femme et que les femmes transgenres sont des femmes. Elles font partie du spectre féminin. Souvent, les gens nous disent tu ne seras jamais une vraie femme. Si par là vous voulez dire que je n'aurai jamais, mes menstruations et que je ne pourrai jamais porter d'enfant et que je suis née homme, c'est une réalité. Mais pour autant, je suis une femme. Je ne serai jamais une femme cisgenre, mais en tout cas, je me considère comme femme et je fais partie du spectre féminin et ça me suffit. C'est génial. C'est génial. Super réponse. Merci beaucoup pour tes réponses. Merci à vous de m'avoir accueilli. Merci Marsha, en effet, de nous avoir accueillis. On vous informe que les inscriptions pour le MT France 2026 sont ouvertes. Elles peuvent être réalisées jusqu'au 31 décembre 2025 sur le site mtfrance.org. Donc c'est un concours ouvert pour les hommes trans et les femmes trans. Merci beaucoup Rose encore une fois. Merci à toi Mathieu. Bravo pour votre professionnalisme. Merci à toi. De rien. Et on trinque, à quoi tu veux trinquer? Exactement. À l'amour. À l'amour. À l'amour. Allez à l'amour Rose. Hop là. On s'est pas regardé. À l'amour et à l'amour. À l'amour. Partagez ce podcast, laissez un j'aime, laissez plein d'amour en commentaire, partagez vos victoires également et brillez. C'est comme ça qu'on vit au Pointé.